Bonsoir. De nombreux musulmans à travers le monde continuaient de célébrer ce lundi la fête de l'Aïd el-Adha en Mauritanie. Cette célébration a donné lieu à Nouakchott à une augmentation des prix des chameaux en raison de la sécheresse et des exportations avec le Sénégal et le Mali. Au Mali, justement, où le président Ibrahim Boubacar Keïta a manifesté le vœu hier que cette célébration renforce la cohésion sociale ainsi que les valeurs de partage, de tolérance et de fraternité du peuple malien. Les musulmans du monde entier célèbrent en effet l'Aïd al-Adha en commémoration de la disposition du saint prophète Ibrahim à sacrifier son fils en signe d'obéissance à Dieu, au cours de laquelle il sacrifie des animaux admissibles, généralement des chèvres, des moutons et des vaches. L'Aïd al-Adha est l'une des deux fêtes les plus importantes du calendrier islamique avec ses prières et le sacrifice rituel des animaux. Par ailleurs, le pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite se poursuit. Plus de 2 millions de musulmans y prennent part. Les autorités ont mis en garde contre toute tentative de politisation de ce rassemblement religieux sur fond de tensions dans le Golfe. Pour la première fête d'Al-Adha en 30 ans au Soudan, sans le président Omar al-Béchir, destitué sous la pression de la rue, l'ambiance était joviale à Khartoum, même si le menu est resté frugal en raison du marasme économique. Les précisions avec Irénée Herman Ombo. Dans le marché de Khartoum, le prix de mouton qui doit être sacrifié lors de l'Aïd al-Adha selon la tradition a doublé depuis l'année dernière. Le mouvement de contestation inédit déclenché a certes créé une occasion historique pour un pouvoir civil au Soudan, mais durant ces mois, les prix ont fortement grimpé, gâchant un peu la grande fête musulmane. Les prix sont très élevés. L'année dernière, j'ai acheté un mouton à 4 500 livres et maintenant il est de 9 500 livres. De nombreuses familles n'ont pas pu s'acheter un mouton. Dans le quartier de Bori, considéré comme l'un des berceaux de la contestation, un marché pour l'Aïd réputé pour ses bas prix a connu une affluence record. Les échanges entre vendeurs de moutons et acheteurs examinant les bêtes avec attention sont parfois tendus. La situation économique empire, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et quand vous voulez en savoir pourquoi, les gens vous disent qu'ils n'ont pas de revenus, ce qui affaiblit le pouvoir d'achat. C'est en gros la situation économique. Nous faisons tous des efforts pour atteindre une certaine stabilité, pour être en phase avec le slogan de la révolution. Les commerçants reprochent au gouvernement de leur imposer des taxes d'un niveau jamais vu auparavant. Depuis la dernière dévaluation de la livre soudanaise en octobre, la monnaie a perdu 70% de sa valeur face au dollar sur le marché noir. Et si l'inflation est retombée à moins de 50% après avoir atteint 70% en décembre, il y a surtout un manque de liquidité. Même si l'accord politique est respecté, le pays reste au bord de l'effondrement économique selon des experts. 59e anniversaire de la cession du Tchad à l'indépendance. L'événement a été célébré ce lundi matin en N'Djamena. C'était à travers un défilé militaire en présence du chef de l'État, Idriss Déby Itno, et des diplomates accrédités au Tchad. André Kodmadjinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point. C'est pour la première fois. Un opposant qui vient de rentrer après 25 ans d'exil à la faveur de l'amnistie générale accordée aux politico-militaires par le président Déby se dit fier de participer à cette messe. Je voulais dire aux jeunes qui ont tendance à minimiser l'indépendance en disant que l'indépendance nous a amené que des problèmes, de leur dire en un mot que pour notre génération, c'était un miracle, une naissance. Pour le président du parti tchadien du travail, en 59 ans, le Tchad a connu plusieurs soubresauts et des crises politico-militaires. Mais aujourd'hui, dit-il, le pays commence à sortir sa tête hors de l'eau. L'indépendance en Afrique en général et au Tchad en particulier pose beaucoup de problèmes. Nous sommes la poubelle de la technologie européenne, américaine. Et la matière première de l'Afrique est déportée là-bas pour fabriquer des trucs de meilleure qualité et qui coûtent cher. Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad fait une analyse des ingérences tant décriées par les hommes politiques. Pour lui, c'est une question d'intérêt. Moi, je pense que le Tchad est un pays souverain, la France est aussi un pays souverain.
Nous avons des relations avec la France, nous avons des intérêts avec la France. Et vous savez, le Tchad est un pays stratégique dans la sous-région. Aujourd'hui, nous combattons le terrorisme. Donc si la France a des intérêts avec nous, c'est parce que nous sommes un pays fort. Le défilé a été bouclé par les anciens combattants de l'armée tchadienne. André Kodmbadingar pour VOA Afrique, N'Djamena. Cela fait 1 an que l'épidémie d'Ebola a été déclarée dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis lors, environ 2500 cas ont été signalés et plus de 1800 personnes sont décédées. Dans la lutte contre ces virus mortels, les chefs religieux locaux apportent leur soutien à travers les prêches dans les églises et autres institutions religieuses. Le reportage de Oster Malivika, dit ici par Thierry Kaoré. Le docteur Jean-Jacques Mouyombe, coordonnateur de la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo, a appelé les chefs religieux du pays à combattre la propagation du virus. C'est très important d'aller à la rencontre des pasteurs et des prêtres dans les églises, car dans notre pays et dans la communauté africaine, le pasteur est très important. La plupart des gens iront voir le pasteur s'ils ont des problèmes ou s'ils sont malades. Les chefs religieux ont été invités à mettre fin à certaines pratiques telles que l'imposition des mains aux malades. Ils devront également exhorter leurs fidèles à adopter des mesures de protection en évitant par exemple les câlins ou en substituant les poignées de main par des coups de coude pendant le signe de la paix. Ils disent que les prières à elles seules ne suffiront pas à prévenir et guérir la maladie. Il est temps que nous nous levions tous pour soutenir la lutte contre Ebola. Si nous travaillons ensemble avec l'aide de nos partenaires, nous pouvons éliminer Ebola en 3 mois ou même 1 mois. De son côté, le ministère de la Santé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, a lancé un programme de vaccination. Pour le moment, seule une partie de la population est concernée. Nous n'avons pas la permission de vacciner tout le monde. Nous ne faisons que vacciner les responsables de la santé et les suspects qui sont entrés en contact avec des victimes. Au moins 2 personnes sont mortes à Goma, une ville de 2 millions d'habitants, ce qui fait craindre une propagation rapide d'Ebola. Les responsables espèrent que prêcher l'évangile de bonne santé peut ralentir la progression de cette maladie mortelle. La 20e journée internationale de la jeunesse se célèbre ce lundi 12 août avec environ 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans. Le monde n'a jamais compté autant de jeunes qu'aujourd'hui, estiment les Nations Unies. Les moins de 30 ans représentent 50% de la population mondiale et 70% de la population en Afrique a moins de 25 ans. Le thème de cette année met l'accent sur les efforts visant à rendre l'éducation plus inclusive et plus accessible pour tous les jeunes. L'ONU indique que plus de la moitié des enfants et adolescents âgés de 14 ans ou moins n'ont pas les compétences de base en lecture et en calcul. Cette crise mondiale de l'apprentissage menace d'entraver sérieusement les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable, notamment ceux liés aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, la prospérité, la paix, la justice et la pauvreté, surtout en Afrique subsaharienne, où 42% de la population continue de vivre sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $2 par jour. Pour en parler, retrouvons de Dakar Mabingue Ngom. Il est directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On le disait, donc la 20e journée internationale de la jeunesse se célèbre ce lundi. En fait, et l'accent sur les efforts visant à rendre l'éducation plus inclusive et accessible pour tous les jeunes. Cet objectif est-il réalisable? Oui, écoutez, je dirais que cet objectif est réalisable. C'est pourquoi d'ailleurs nous en avons fait une priorité lors de la définition des objectifs de développement durable. Je pense que nous envisageons une prospérité pour tous. Et cette prospérité pour tous passe absolument par une éducation de tous les enfants. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons énormément d'enfants qui ne sont pas dans les salles de classe et malheureusement, nous avons également dans plusieurs pays à travers le monde, surtout en Afrique, au sud du Sahara, des écoles qui ferment surtout pour des raisons d'insécurité, pour des raisons de manque de stabilité, pour des raisons de crise.
Alors, on a également beaucoup d'étudiants qui sont sortis des salles de classe avec des diplômes, mais qui ne trouvent pas de travail. Comment résoudre l'équation formation-emploi, à votre avis? Moi, je crois qu'il faut, c'est une équation qui est complexe. Ce n'est pas seulement un problème d'adéquation formation-emploi, mais je pense qu'il y a un surplus, il y a une arrivée massive de nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché de l'emploi que les pays ne sont pas capables d'absorber. Je pense qu'il faut donc face aux possibilités de création d'emplois dans les différents pays, donc avoir un peu un croît démographique qui suit au moins cette tendance. Mais lorsque le croît démographique l'emporte sur la création d'emplois, naturellement, il y a un stock qui se crée. Et aujourd'hui, en Afrique, au sud du Sahara, il y a plus de 20 millions de demandeurs d'emploi additionnels chaque année. Et malheureusement, il y a bon an, mal an, 3 millions qui trouvent un emploi. Et dans ces 3 millions d'emplois, beaucoup ne sont pas des emplois productifs. Alors, pour terminer, vous parlez de poids démographique. L'augmentation de cette population jeune risque d'entraîner beaucoup d'autres problèmes. Comment éviter le pire? Mais écoutez, d'abord, les problèmes sont déjà là. Dans la région du Sahel, comme dans le bassin du lac Tchad, où nous avons aujourd'hui donc cette crise qui dure, c'est effectivement le problème du poids démographique qui crée une demande sociale que les individus, les communautés, les familles, les pays et même les partenaires ne sont pas capables de répondre. Donc je pense qu'il faut faire quelque chose pour la création d'emplois. C'est entendu. Merci Mabingue Ngom. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population et vous êtes à Dakar. Cette année marque le 400e anniversaire de l'arrivée des premiers Africains réduits en esclavage aux États-Unis. L'arrivée dans la colonie britannique de Virginie en août 1619 d'un navire transportant des Africains en provenance d'Angola a marqué le début de plus de 200 ans d'esclavage en Amérique. Meira de la Salette et Betty Ayoub de la VOA se sont rendus en Angola pour en apprendre davantage sur l'une des origines de la traite transatlantique et son impact persistant sur la région. Le récit est de Blanche Sanou. En 1619, un navire européen a débarqué dans la Virginie coloniale avec une cargaison inattendue, au moins 20 Africains réduits en esclavage, une première en Amérique. Ces captifs originaires de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'Angola avaient survécu à une traversée dangereuse de l'Atlantique. Les registres de la vente et de l'expédition des Africains apparaissent toujours dans de nombreux documents racontant une histoire d'horreur, de bouleversement et d'exploitation. Des souvenirs qui hantent toujours l'Angola selon plusieurs témoins. Pendant près de 4 siècles, ce pays, ou du moins cette région qui est maintenant connue sous le nom d'Angola, a été fortement impliqué dans ces activités. Et ce pays en a été marqué dans tous les aspects. Le tissu social a été détruit et nous vivons aujourd'hui avec les conséquences de l'esclavage. Des siècles de domination coloniale combinés à l'esclavage ont favorisé des conflits en Afrique, ce qui a aggravé la pauvreté et l'instabilité dans plusieurs pays. La traite négrière a déstabilisé les sociétés africaines. À l'époque de l'esclavage et de la colonisation, les sociétés africaines n'ont pas pu réorganiser leur système politique et la main-d'œuvre. Et parfois, les gens essaient d'oublier cette partie de l'histoire. C'est la raison pour laquelle le Musée national de l'esclavage existe. Cette maisonnette et sa chapelle surplombant la mer sont considérées comme l'un des points de départ du commerce des esclaves de Luanda. Cette belle vue contraste avec les expériences déplorables vécues dans ces lieux. Dans ces bâtiments, les captifs ont été convertis au christianisme avant d'être envoyés pour faire face à leur destin d'esclaves dans le Nouveau Monde. Les personnes détenues en Angola ont été baptisées en groupe et ont reçu des prénoms portugais chrétiens. Par le baptême, l'Église catholique a privé les captifs de leur identité africaine. Dans le passé, l'Église et l'État travaillaient ensemble. Et l'évangélisation ici en Angola a servi à la fois l'Église et la colonisation, bien que ce mélange puisse être déroutant.
Le curé nous dit que ces conversions étaient à la fois bonnes et mauvaises. D'une part, cela a aidé les nouveaux convertis à embrasser l'Évangile. Par contre, cela a détruit leur identité et leur culture. Beaucoup d'entre eux ont souffert à cause de cette évangélisation. C'est la raison pour laquelle l'Église s'est excusée plus tard pour ses erreurs. En 1985, le pape Jean-Paul II a demandé aux Africains de pardonner aux chrétiens de race blanche leur implication dans le commerce des esclaves. Le fleuve Kwanza, qui se jette dans l'Atlantique juste au sud de Luanda, était une importante route commerciale et les habitants de ces rives se sont laissés emporter dans le commerce des esclaves. C'est près du fleuve que la plupart des esclaves ont été capturés. Ils ont été kidnappés et cela a été fait avec la complicité des Africains comme intermédiaires. Selon l'historien Hearst, l'esclavage a occasionné le départ d'un capital humain précieux. La main-d'œuvre, l'intelligentsia, les personnes qualifiées ont été emmenées d'ici. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette main-d'œuvre qualifiée pour que l'Afrique puisse voir sa situation s'améliorer. Le Portugal a officiellement interdit le trafic d'esclaves en 1836, mais l'Angola tente toujours de se remettre de cet héritage. C'est le jour consacré à la revue sportive du week-end. Préparation et présentation, Yacouba Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous voulez commencer avec les préliminaires des compétitions africaines des clubs sur le continent. En Ligue des Champions, l'AS Vita Club de Kinshasa s'est contenté d'un nul 0-0 piège au Cameroun sur le terrain de l'UMS de Loum. Même score entre les Ivoiriens de SO Armée et les Mauritaniens de FC Nouadhibou. De son côté, Mamelodi Sundowns a chuté 2-1 au Congo sur le terrain de l'AS Otoho. Les Bulls du Bourgou ont été tenus en échec à domicile 1 partout par l'ASCK de Kara du Togo. L'Étoile sportive du Sahel a été battue 2-1 par le Afia de Conakry, l'autre club guinéen. Le Oroya AC est allé chercher le nul 1 partout à Bamako contre le Stade malien. Et justement, le club malien a manqué d'un meneur de jeu, comme nous le dit son coach, Djibril Dramé. C'était à nous de prendre le jeu en compte. On a tenté, mais on avait besoin d'un meneur qui pouvait quand même prendre le ballon pour essayer de ravitailler la ligne d'attaque. Les gens, on a misé sur eux, vraiment ils n'ont pas pu le faire, ça se comprend. Il y a un problème de compétitivité. Ce qui restait, c'était de scorer. Ça aussi, ça a été difficile. L'important, c'était de revenir et que ça soit 1-1. Le match retour, l'adversaire va dire que si on veut réellement se qualifier, nous, nous sommes condamnés à prendre le jeu en compte, de faire en sorte qu'on peut marquer et ne pas encaisser. Moi, je pense que ce n'est pas impossible. Si on cherche, on peut quand même faire quelque chose. Le Orea, c'est une équipe composée des joueurs de grande individualité. C'est des individualités recrutées dans 11 nationalités. C'est à nous maintenant de comprendre tous ces scénarios et de prendre les dispositions. De son côté, le Raja de Casablanca a ramené un nul 3-3 de la Gambie contre Brikama United, de quoi susciter la colère du coach rajaoui Patrice Cartero. La seule consigne que j'avais donnée sur ce match-là, c'était de ne faire aucune erreur défensive. Et on a donné 2 buts à l'adversaire très facile qui n'attendait que ça. On leur a donné de la confiance. Mais encore une fois, ça va être un bon signal de rappel pour que nos joueurs comprennent que la Champions League, c'est pas des matchs amicaux. Aujourd'hui, certes, il y a l'excuse du terrain, mais ça n'explique pas tout. On avait encaissé 3 buts durant toute la préparation. Et là, on vient en l'espace d'une mi-temps d'encaisser plus de buts en une mi-temps que je n'en ai jamais encaissé au Raja. Donc ça, c'est totalement inacceptable et je ne suis pas content de ça. Début réussi pour SAE du Bénin en Coupe CAF pour sa première participation à une Coupe africaine. Le club universitaire de Cotonou l'a emporté 5-0 en Mauritanie sur le terrain de l'ASCS SNIM. Une première réussite également pour les Égyptiens de Pyramide FC qui ont disposé de l'Étoile du Congo 4-1 à Lomé. Maranatha n'a pas fait de détails devant les Libériens de l'AS RGR. Score 3-0, match nul 1-1 entre les Gabonais de Pélican et les Congolais de Maniema. Les matchs retour des 2 compétitions se joueront dans 2 semaines. Des nouvelles de l'Afrobasket féminin Dakar 2019 avant de nous quitter, qui bat son plein au Sénégal depuis samedi et qui se poursuivra jusqu'au 18 août. Dans le groupe C, l'Angola s'est remise de sa défaite contre le Mali en battant la RD Congo 69-49. Le Cameroun a confirmé son statut face à la Tunisie 95-53 et prend la 2e place du groupe B derrière le Nigeria, exempté de la première journée. Eh bien, le Cap-Vert a parfaitement lancé sa compétition en battant le Kenya 64-57. Dans la poule A, la Côte d'Ivoire s'est relancée
grâce à sa victoire face à l'Égypte 71-67. Voilà, on s'arrête ici pour les sports et on se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. La musique africaine est en deuil. Le chanteur ivoirien DJ Arafat, star du coupé-décalé, très populaire en Côte d'Ivoire, est mort ce lundi des suites d'un accident de la circulation. Il avait 33 ans. Selon des messages et des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, DJ Arafat pilotait une moto lorsqu'il a percuté, autant pour moi, une voiture dans la nuit. Le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Kwaku Bandaman, a présenté ses condoléances à la famille et aux mélomanes, indiquant que des dispositions seront prises pour un hommage à l'artiste, selon un communiqué diffusé par la RTI. Pour parler de cette mort de DJ Arafat, accueillons sur ce plateau Roger Mountou. Roger, bonsoir et bienvenue. Merci, John. Il nous a fait danser, il nous fait pleurer aujourd'hui. DJ Arafat, puisqu'il s'agit de lui, vous l'avez reçu dans le cadre de votre émission RM Show. Une grosse perte pour l'Afrique. C'était un honneur et un privilège d'avoir connu ce grand artiste africain. La mort de DJ Arafat laisse un grand vide, en tout cas, comme vous venez de le dire aussi, dans la musique africaine, dans l'univers de la musique africaine. L'artiste était connu pour son talent et sa capacité à créer le buzz pour faire vivre le coupé-décalé. Je rappelle aussi que le coupé-décalé est un mouvement musical né vers l'année 2002, alors que la Côte d'Ivoire est en proie à un conflit politico-militaire. Après Douk Saga, c'est DJ Arafat qui va donner au coupé-décalé un nouveau souffle à travers de nouveaux rythmes et pas de danse. De son vrai nom, Ouan Ange Didier, l'artiste DJ Arafat, avec plus de 3 millions d'abonnés à sa page Facebook et un nombre aussi important des fans dans toute l'Afrique. Et la diaspora DJ Arafat est à la tête d'un fan club qu'il appelait affectueusement la Chine. Certains qualifiaient le coupé-décalé de mouvement éphémère, mais grâce aux artistes comme Yorobo, on l'appelait bien, ce mouvement a résisté à l'érosion du temps. Il avait été impulsé, rappelons-le aussi ici, par Douk Saga, qui nous avait aussi quitté en 2006, et la jet set ivoirienne. Donc c'est vraiment une perte, et comme vous venez de le dire, mais c'est aussi pour dire que, encore une fois, on était très très privilégiés d'avoir connu cet artiste ici. Alors, mais Roger, on ne va pas tirer sur les morts. Pour autant, il s'est dit que DJ Arafat était quand même un personnage controversé. On le sait tous, John. Il a pendant toute sa carrière défrayé la chronique People. On se rappellera de ces frasques, ayant largement participé. Ce journal, merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.